Iman Aldrissi dans vos oreilles. Bienvenue au balado Voir grand, enregistré dans le cadre du forum du même nom. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Alexandra Pierre, qui est militante et travailleuse dans le milieu communautaire et les groupes de femmes depuis une quinzaine d'années. Alexandra détient un bac en anthropologie de McGill, une maîtrise en organisation communautaire de l'UQAM. Depuis juin 2020, elle est présidente de la Ligue des droits et libertés, mais elle s'intéresse aussi aux enjeux féministes ainsi qu'aux questions de racisme et de migration. Elle a travaillé notamment pour un groupe de défense des droits des travailleuses domestiques pour la Fédération des femmes du Québec et elle est également coordonnatrice de projet à Relais Femmes. Alexandra, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci de m'accueillir. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on jase d'intersectionnalité, ce mot qu'on entend beaucoup ces dernières années, mais qu'on ne comprend pas nécessairement. Qu'est-ce que l'intersectionnalité? Alors, l'intersectionnalité, c'est une théorie, mais aussi une théorie critique, mais aussi une pratique féministe qui regarde comment, finalement, les interactions entre les différentes oppressions agissent dans la vie des femmes et dans la vie des personnes en général. Quand je parle d'oppression, je parle des classiques, là, le racisme, l'hétéropatriarcat, le capacitisme, le classisme aussi. Puis l'intersectionnalité, ce que ça dit finalement, c'est que tous ces ismes travaillent ensemble pour créer de l'inégalité et que pour pouvoir combattre les inégalités qu'on a dans notre société, faut regarder tous ces ismes-là ensemble. On peut pas juste dire je vais m'attaquer au capitalisme ou je vais m'attaquer au racisme. Si on fait ça, enfin, les afroféministes, les féministes qui ont mis de l'avant cette théorie-là, on pourra en revenir. Elle dit, si on fait ça, on aura tendance à avoir des angles morts et à oublier des personnes qui subissent à la fois plusieurs de ces oppressions. Donc, par exemple, on est une femme, on peut vivre du sexisme, mais si on est une femme noire, on vit du sexisme et du racisme. Si on est une femme noire handicapée, on vit aussi du capacitisme et ainsi de suite. Donc, c'est ça, c'est la façon dont ces différentes oppressions-là qu'on vit se recoupent les unes les autres. Et vous disiez que ça venait d'afroféministes. Est-ce que ça fait longtemps où s'est développée cette théorie-là? Bien, alors, la théorie a été, moi, je parle de praxis parce que c'est vraiment une théorie et à la fois une pratique. Donc, cette praxis-là a été popularisée ou, mettons, mis de l'avant par des féministes noires, donc afro-américaines, dans les années 70. Mais il faut savoir que, à cause de l'histoire des Amériques, on peut imaginer, on sait que cette praxis-là a en quelque sorte toujours existé depuis la colonisation. Parce que l'idée, c'est de dire que les femmes qui sont venues, les femmes non européennes qui sont venues ou qui ont été amenées sur le continent, notamment, parce que là, on parle des femmes noires, donc notamment par l'esclavage, par toutes sortes de travail forcé aussi, ne vivaient absolument pas les mêmes réalités que les femmes européennes qui se sont installées ici. Un exemple super concret, c'est par exemple l'histoire de Marie-Joseph Angélique, qui est la femme noire qui a été accusée au 18e siècle d'avoir brûlé Montréal. Marie-Joseph Angélique, elle appartenait à Madame de Francheville. Donc, on peut imaginer que Madame de Francheville, qui était veuve, avant que son mari meure, et même dans la société dans laquelle elle était, elle subissait du patriarcat. Sa vie en tant que femme ses options étaient limitées. Mais l'intérêt de l'intersectionnalité, c'est de voir que
sa situation était certes celle qu'elle est, mais qu'elle ne représentait pas toutes les femmes parce qu'elle-même possédait Marie-Joseph Angélique. Il y avait un rapport de pouvoir-là, évidemment, Marie-Joseph Angélique qui avait été mise en esclavage et qui était pour Madame de Francheville un bien meuble, en fait. Donc, on voit bien que même si Madame de Francheville devait avoir ses propres problèmes avec le patriarcat, la situation de Marie-Joseph Angélique était bien différente parce que c'était une femme noire, parce que c'était une femme qui avait été mise en esclavage. Donc, c'est un peu ces angles morts ou ces oppressions croisées-là sur lesquelles se penche l'intersectionnalité. Et on continue d'en apprendre sur l'intersectionnalité parce que c'est pas seulement le recoupement des identités ou des situations que vivent des personnes, mais ça a un effet aussi sur les enjeux sociaux, sur la façon dont ils sont abordés. Donc, on peut parler, par exemple, d'un enjeu très actuel, la crise climatique. Donc, comment on pourrait parler d'intersectionnalité dans le cadre d'un enjeu social comme la crise climatique? C'est une excellente question. C'est-à-dire que on a tendance à dire la crise climatique, la Terre s'effondre, on est tous dans le même bateau. C'est à la fois pas faux parce qu'on habite cette terre-là, mais à la fois, il faut être plus précis que ça parce qu'on se rend compte que la crise climatique, d'abord, a un impact disproportionné sur les femmes, mais particulièrement sur les femmes autochtones et les femmes racisées. Dans le cas, par exemple, des femmes autochtones, on sait que dans les cultures et les traditions politiques autochtones, les femmes sont gardiennes de l'eau, elles sont guérisseuses, elles aussi transmettent le territoire aux générations futures. C'est sûr que quand il y a des changements climatiques et que ce territoire-là, les plantes, les animaux, les migrations, etc., changent, ça impacte directement comment elles vont nourrir leur famille, comment elles vont guérir leur famille, ce qu'elles peuvent transmettre. Donc, en fait, le changement climatique, ça veut aussi dire la fin potentielle. Elles luttent pour pas que ça arrive, mais la fin potentielle de leur culture et de leur mode de vie. De même, quand on regarde, puis on l'a super bien vu avec la COVID fait partie, à mon sens, de cet enjeu de changement climatique, donc de changement de lutte environnementale. Quand on regarde avec la COVID ou quand on regarde ces luttes-là, on se rend compte que dans les quartiers comme, par exemple, à Montréal-Nord, où est-ce que il y a plus d'îlots de chaleur, les logements sont en moins bon état, il y a moins d'espace vert, quand les changements climatiques, il y a déjà ces inégalités-là. Fait que quand les changements climatiques embarquent avec des gros épisodes de chaleur, plus de pollution atmosphérique, c'est les familles, les personnes qui sont dans ces quartiers-là qui en souffrent le plus. Puis qui prend soin de ces personnes-là? Les femmes noires, ou les femmes racisées, comme on a vu avec la COVID, où est-ce qu'on se rend compte que les femmes racisées, plus particulièrement les femmes noires, étaient disproportionnellement affectées parce que elles sont de façon disproportionnée encore dans des métiers de service santé qui sont précaires. Elles sont elles doivent faire des longues distances en transport en commun parce que leur quartier est mal desservi. Elles vivent dans les logements inadéquats. Tout ça, tout en continuant à jouer les rôles qui leur est assigné socialement, c'est-à-dire prendre soin des autres. Fait que dans ce sens-là, elles sont particulièrement affectées par les changements climatiques, notamment. Puis les mouvements et les vagues de dénonciation de violences sexuelles ont aussi permis de parler d'intersectionnalité davantage. Donc, on sait que le mouvement MeToo est d'abord parti d'une femme noire et pourtant on l'associe à des femmes blanches très privilégiées de Hollywood qui se sont effectivement servies de leurs paroles
pour faire résonner ce mouvement-là, mais sont restées dans l'ombre. Beaucoup de femmes marginalisées. On a aussi pu parler davantage du fait que le recours à la justice ou à la dénonciation et tout ça, dans le cadre des vagues de dénonciation, n'était pas égal pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a appris de ces vagues-là sur l'intersectionnalité? Bien, je trouve que c'est un super bon exemple, Tarana Burke, donc cette femme noire qui, aux États-Unis, a lancé le mouvement MeToo quelques années avant la grosse vague de dénonciation. Rapidement, Tarana Burke, donc Mme Burke, elle-même était victime d'agression sexuelle. Quand une jeune fille est venue la voir pour lui dire « Moi, j'ai été victime d'agression sexuelle », elle a été incapable de lui dire « Moi aussi », et elle s'en est beaucoup voulu. Et c'est comme ça elle a parti le mouvement MeToo en disant moi aussi, j'ai été victime. Je vous invite à en parler autour de vous pour qu'on voit à quel point c'est banal, en quelque sorte, les agressions sexuelles. Donc, c'est parti de là. Et, tant mieux, c'est super, ça a fait une vague, ça a été repris. Mais qui l'a repris? C'est, en effet, comme vous l'avez dit, des femmes d'Hollywood. Alors, des femmes d'Hollywood, après plutôt des femmes blanches. En tout cas, ce qu'on voit dans les médias, c'est ça. Alors qu'on sait que les femmes racisées et les femmes, par exemple, en situation de handicap, vivent beaucoup plus de violences et d'agressions sexuelles, mais ces femmes-là sont pas visibles. Donc, le problème, c'est pas juste qu'elles sont pas visibles dans les médias, c'est que dans les groupes de femmes, dans les prises de parole, dans celles qu'on voit qui vont en justice, dans tous ces domaines-là, elles sont invisibilisées. Et elles sont invisibilisées parce qu'elles sont peu ou pas prises en compte. On ne prend pas en compte le fait que, dans leur cas, comme l'explique très bien Carole Anne Souffrant, qui est une femme noire qui travaille sur ces questions-là ici au Québec, on ne prend pas en compte le fait que racisme, sexisme, capacitisme, parfois racisme, sexisme et capacitisme jouent dans la façon dont sont vécues les agressions sexuelles, mais aussi dans les réponses qu'il faut apporter. C'est pas la même chose, même si c'est vraiment pas la panacée, la façon dont les policiers prennent en charge ce type de plainte, mais on sait que la relation entre les policiers et les groupes ou les populations racisées et sociaux. Fait que c'est sûr qu'il faut prendre ça en compte quand on est devant une femme noire ou une femme dite musulmane ou arabe, whatever that means, qui va déposer plainte. Donc, il faut prendre en compte cette complexité. En fait, l'intersectionnalité, ce que ça nous dit, c'est que le monde est complexe, puis on doit s'attaquer à cette complexité-là. Oui, puis on peut rajouter à ça les facteurs socio-économiques, donc le fardeau de la procédure pour pouvoir porter plainte et aller au bout d'une accusation en matière d'agression sexuelle est tellement énorme que de s'attendre à ce que des personnes qui sont marginalisées par leurs conditions socio-économiques, ça fait en sorte que c'est souvent des personnes plus aisées qui vont pouvoir se rendre au bout de ça, qui vont avoir non seulement les moyens, mais le support pour arriver au bout de ça. Et on parlait tout à l'heure de la pandémie et du fait que ça aussi, ça avait tout un effet qui était intersectionnel, qui agissait de façon différente selon nos conditions et nos identités. Comment le gouvernement aurait pu agir différemment depuis le début de la crise sanitaire pour que ce soit plus équitable, pour pouvoir mieux répondre aux besoins complexes de la population? Je pense que ce qu'il faut mettre à plat, notamment avec le COVID, c'est que, on l'a dit maintes et maintes fois, c'est que cette crise sanitaire-là est arrivée c'est empilé sur des conditions de vie
inégalitaire au Québec. C'est là-dessus que c'est arrivé. Donc, pour moi, c'est un peu facile à dire maintenant, mais pour moi, une des grandes leçons, c'est qu'il faut combattre ces inégalités-là parce que les crises sanitaires avec les changements climatiques vont se répéter. Et si on ne prend pas la mesure de ces inégalités-là maintenant, cette histoire de COVID va se répéter. Maintenant, on est dans cette situation maintenant. Je pense que, notamment, de prêter une attention particulière aux endroits où est-ce que les inégalités sont le plus criantes. Donc, on parle par exemple chez les communautés autochtones, dans certaines régions, sur des quartiers qu'on connaît. Je pense spécifiquement à Montréal-Nord, on en a beaucoup parlé, mais le fait qu'il n'y ait pas de clinique de dépistage pendant tout un bout là-bas, qu'on n'a pas pris en compte le fait que une grande partie de la population faisait partie des travailleurs essentiels. Une chance que ce quartier s'est mobilisé pour donner de l'information, etc. Donc, comment ces zones-là et ces quartiers-là sont perçus politiquement, c'est extrêmement important. On a l'impression que le gouvernement ne voit pas, c'est dans ces angles morts, alors que c'était évident que ces quartiers et ces régions allaient être touchés de façon disproportionnée à cause des inégalités qui existaient déjà. Donc, pour moi, c'est vraiment s'attaquer à ces inégalités-là, notamment le racisme systémique, ce mot qu'il ne faut pas dire. En matière de racisme systémique et autres, sur la discrimination qui frappe sur tous ces fronts-là, c'est quoi le pouvoir de transformation de l'intersectionnalité? Si on intégrait ce concept d'intersectionnalité à la politique, par exemple, qu'est-ce que ça aurait comme pouvoir de changer les choses? Mm-hmm. Bien, moi, je pense que le pouvoir de l'intersectionnalité, c'est vraiment d'abord de voir nos angles morts, de pouvoir les constater, aussi de, en quelque sorte, défaire revoir, défaire, détricoter la façon dont on voit un certain nombre de catégories sociales. Puis moi, je parle bien de catégories sociales et les identités rentrent là-dedans. Une des critiques qu'on fait à l'intersectionnalité, c'est que c'est très individuel, tout le monde est différent, fait que après tout le monde, on a l'impression d'agir uniquement sur les individus qui disent moi, je subis de l'oppression, je dois être comme individu pris en compte, mais c'est pas tout à fait ça que dit l'intersectionnalité. C'est de dire que à cause de nos positions sociales, on développe des identités, notamment des identités de résistance, qui font en sorte qu'on a une perspective sur les enjeux qui peut être différente et qui doit être prise en compte dans les solutions. De façon super concrète, là, ça veut dire que quand on parle, par exemple, de droit au logement et que on prend pas en compte le fait que les femmes en situation de handicap ont particulièrement de la difficulté à accéder à un logement décent, convenable, qui leur convienne, ça dit qu'on a de la difficulté à agir sur l'ensemble du problème, puisqu'on essaie de régler le problème pour une partie des personnes. Mais ça dit aussi beaucoup de choses sur le mouvement. Imaginons, moi je pense que c'est aussi ça le pouvoir de l'intersectionnalité. Imaginons la mobilisation possible si on prend en compte ces angles morts-là, puis comment on peut, comme mouvement progressiste, mouvement avec des S, comment on pourrait rallier le plus de monde possible et créer des solidarités formidables, plutôt que de dire, OK, on part sur les bases un peu classiques qu'on a, on mobilise les gens qu'on mobilise d'habitude. Il me semble que là, on rate un potentiel de changement, puis de mobilisation, puis de création de solidarité qui serait extraordinaire.
Et d'un point de vue strictement pragmatique, si on doit construire des solutions à un problème, mais qu'on ne prend pas en compte les réalités multiples de ce problème-là, finalement, on met beaucoup de ressources dans quelque chose qui ne sera pas efficace parce que ce n'est pas bien adapté aux réalités diverses de la population à laquelle elle s'adresse. Et ça pose la question de savoir, ben, comment on l'applique cette intersectionnalité-là, par exemple, dans les groupes communautaires. Si un groupe communautaire veut être intersectionnel, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit intégrer comme méthode pour arriver à le traduire dans la réalité de ses services? Mais là, on parle tout ça, c'est dans le cadre du Forum sur l'action communautaire autonome. Je pense qu'une des pistes importantes, c'est de réactualiser le par, pour, avec. Ça, c'est central aux groupes communautaires. Ça fait partie de leur ADN. Je pense que juste avec ce principe de par, pour, avec, on a quelque chose d'assez transformateur, en fait. Par, pour, avec, ben c'est dans notre société, notamment les groupes qui sont historiquement marginalisés, ben c'est des personnes en situation de handicap, les femmes, les personnes racisées. Donc, toutes ces personnes qui sont dans des positions à l'intersection de tous ces ismes dont je vous ai parlé tout à l'heure, ben si on fait par, pour et avec eux, il me semble qu'il y a un potentiel de transformation incroyable. Et je pense que là-dessus, même si ça avance, on a encore de la marge. On peut encore aller plus loin. Donc, parler aux concernés, parler et agir avec les concernés. Ça semble assez simple, c'est-à-dire que la meilleure façon de bâtir un plan et de trouver des solutions à une situation, c'est d'inviter les personnes qui sont directement touchées par ces situations à parler, d'avoir de l'écoute face à leurs paroles et de les prendre en compte dans le développement de ces solutions-là. Où est-ce que ça bloque? Pourquoi quelque chose d'aussi simple que par, pour, avec doit encore être mise de l'avant? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des manquements à ce niveau-là? Bien, c'est à la fois très simple, mais un peu compliqué dans le sens où est-ce que le mouvement communautaire, comme la société québécoise, a une histoire. Cette histoire-là, c'est une histoire qui est faite aussi d'inégalités, de la façon dont ce mouvement et ce territoire s'est construit, ou est-ce que certains, pour toutes sortes de raisons et de ismes, avaient plus la parole que d'autres, étaient plus en position de pouvoir que d'autres, avaient plus la capacité de transformer la société ou d'agir, d'influencer sur la société. Fait que quand je parle d'angle mort, c'est aussi ça, c'est de constater cette histoire-là. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, c'est notre histoire. Il y a des groupes qui ont été historiquement marginalisés. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça pour avoir non seulement les prendre en compte, mais aussi en fait, plus que les prendre en compte, accepter que avec elle, on va construire cette société, qu'on va construire ce mouvement-là. Puis dans ce sens-là, je tiens à dire que solidarité, ça veut pas dire convergence à tout prix. Ça veut pas dire penser pareil, ça veut pas dire toujours être sous le même parapluie. Il y a des moments où est-ce que ces groupes-là, comme dans le mouvement des femmes, par exemple, ont besoin, envie, trouvent plus pertinent de travailler en non-mixité. Je sais qu'on n'utilise pas nécessairement ce terme-là dans ce contexte-là d'habitude, mais en non-mixité, donc entre personnes, en groupe marginalisés par la racisation, par le capacitisme, par la pauvreté, etc. Puis, mais ça n'empêche pas les solidarités. Ça n'empêche pas non plus que dans le mouvement communautaire,
Je pense qu'il y a, un effort particulier à faire en termes de représentation. Qui est autour de la table, mais pas juste qui est autour de la table, qui peut parler, qui peut influencer, qui a du pouvoir. La représentation sans pouvoir n'a pas de sens non plus pour moi. Donc, c'est ça, je pense qu'il y a des choses très concrètes, notamment au niveau de la représentativité puis de la façon dont le pouvoir évolue dans les organismes communautaires qu'on peut revoir, puis on a assez d'imagination pour le faire, là. Donc, vous disiez, par exemple, que les lieux de parole étaient assez homogènes jusqu'à plutôt récemment. Et si elles le sont moins maintenant, ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a eu un effort concerté. Il y a plutôt eu une démocratisation de la parole à travers les réseaux sociaux qui ont permis à des groupes d'élever certaines voix pour se faire entendre, alors que ces voix-là n'auraient pas trouvé nécessairement leur place dans les tribunes mainstream, dans les tribunes de pouvoir, etc. Ça nous a mis en contact avec des réalités, avec des discours, avec des concepts comme l'intersectionnalité qui aurait eu de la difficulté à se faire une place auparavant dans l'espace public. Est-ce que ça a mené à des effets concrets, positifs? Est-ce que là où on a adopté un petit peu plus l'intersectionnalité, il y a eu des avancements desquels on peut se féliciter et qui sont encourageants? Oui, puis je veux un peu revenir sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire que oui, il y a les réseaux sociaux, oui, il y a eu des efforts pas nécessairement concertés, puis au niveau juste de comment la société québécoise ou la population sur ce territoire-là évolue. Il y a quelque chose en partie d'assez mécanique, mais il y a aussi des résistances actives là, de gens qui ont pris la parole, qui ont parce que c'est pas juste l'idée que la parole est plus démocratique. Elle est plus démocratique parce que les personnes se sont battues, mais aussi parce que cette lutte-là vise notamment une certaine invisibilisation, parce que c'est pas nouveau, là, tout ça, là. Je pense au premier groupe de femmes, un des premiers groupes de femmes qui est pas lié aux institutions religieuses. En 1902, à Montréal, c'était un groupe de femmes noires qui s'appelle le Colored Women's Club. Fait que je parlais de Marie-Joseph Angélique, qui s'est battue pour sa liberté. Je parle de groupes comme Action Femmes handicapées qui sont nés dans les années 80, ou de l'Association des aides familiales où j'ai travaillé, qui sont nés dans les années 90. Donc, il y a des femmes, des groupes, des personnes qui se sont battues pour cette parole-là. Puis je pense que, oui, ça change un des classiques de l'intersectionnalité, mais je trouve que ça illustre bien la chose, c'est la question de l'avortement. Donc, pendant les années 70, il y a eu toute une bataille incroyable des femmes pour le droit à l'avortement. Sauf que dans ces années-là, et plus spécifiquement dans les années 80, fin 80, début 90, il y a des femmes racisées, des femmes en situation de handicap, des femmes autochtones qui se sont dit « Ouais, votre lutte est tout à fait légitime. Est-ce que vous vous rendez compte que nous, le problème, c'est pas qu'on contrôle, c'est-à-dire on contrôle effectivement pas un certain nombre des aspects de notre vie, mais c'est pas qu'on puisse pas avorter le problème, c'est que on nous empêche d'avoir des enfants. On nous empêche d'avoir des enfants en les mettant dans les pensionnats, par les disparitions dans les hôpitaux, par le fait qu'on nous les prenne à la DPJ de façon disproportionnée en disant « vous n'êtes pas des bonnes mères », puis que c'est clairement lié à ces oppressions-là, donc au racisme, au capacitisme, qu'on nous dit qu'on n'est pas capable de prendre soin de nos enfants. C'est ça le problème. Est-ce qu'on peut réfléchir en dehors pas en dehors, mais de prendre en compte ces réalités-là et pas juste l'accès à l'avortement? Puis ça a donné ce que les féministes ce sur quoi beaucoup de féministes travaillent maintenant, la justice reproductive. Donc, l'idée d'avoir un contrôle de ses capacités reproductives, autant pouvoir accéder
accéder à l'avortement, quand c'est nécessaire, mais aussi être dans les conditions pour pouvoir élever ses enfants, puis pour pouvoir avoir des enfants. Je dis pas que le mouvement pour le droit à l'avortement prenait pas du tout en compte ces réalités-là. Je dis juste que c'était pas nécessairement central et que cette perspective des femmes racisées en situation de handicap ou autochtones était peu prise en compte. Puis pour moi, c'est une transformation. En fait, c'est une façon tout à fait différente de voir les choses. C'est un peu galvaudé, mais c'est vraiment un changement de paradigme. Oui, effectivement. Puis, bon, si on revient à la révolution tranquille au Québec, la révolution tranquille est cousue d'un fil féministe. Donc, ça a été un moment tournant pour la situation des femmes au Québec, mais celles qui avaient droit de parole et qui étaient écoutées, mais c'était justement des femmes blanches qui avaient eu accès à un certain niveau d'éducation, qui avaient réussi à accéder à des milieux qui étaient jusque-là très homogènes, très masculin. Ça leur a permis de défendre les droits et les libertés reliées à leur situation en conservant, sans s'en rendre compte, effectivement, des angles morts par rapport à la situation des autres femmes au Québec, que ce soit des femmes qui sont dans des conditions socio-économiques autres, plus défavorisées, que ce soit des femmes racisées, autochtones, etc. Et effectivement, comme vous l'avez dit, il y a une résistance active aux paroles diverses parmi les femmes. Et ce qu'on sait, c'est que ça prend un certain nombre de personnes d'un groupe marginalisé autour d'une table pour qu'il y ait réellement des changements. Donc, le terme token en anglais, où lorsque une seule personne représente un groupe marginalisé, elle n'arrive pas à faire avancer une cause ou une lutte, ou n'arrive pas à faire un mouvement vers le changement, parce que ça prend plus qu'une voix. Est-ce que c'est un enjeu, par exemple, qu'on peut retrouver dans les milieux communautaires où il y a une volonté d'intersectionnalité, mais aussi des concepts comme ça, comme le concept de token, peut nuire à l'avancement de ces luttes-là? Bien, c'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, la présence sans pouvoir, ça édulcore l'affaire. C'est-à-dire que je pense qu'il faut se poser la question de qui fait partie de cette société-là, ne serait-ce qu'en termes très techniques et démographiques, mais aussi qui sont les personnes, les groupes qui sont particulièrement marginalisés ou qui sont affectés directement par ces grandes inégalités qu'il peut y avoir au Québec et ailleurs. Donc, je pense que oui, il faut qu'ils soient autour de la table, mais il faut aussi qu'ils soient en situation de pouvoir non seulement transformer cette table. Mais qu'est-ce qui leur donne ce pouvoir-là? Qu'est-ce qui donne à un groupe de personnes marginalisées le pouvoir de changer les choses? Bien, moi, je pense que c'est le nombre. Comme je disais tout à l'heure, quand je parlais de résistance active, il y a toute une tradition, oui, je peux parler de tradition, ou toute une histoire des luttes des femmes en situation de handicap au Québec, des luttes des femmes autochtones, évidemment, au Québec, des 11 nations, des luttes des femmes racisées. Donc, je pense que c'est cette histoire-là qu'elles mettent en avant. Le nombre, où est-ce qu'elles sont placées aussi. C'est sûr que si on parle des organismes communautaires, on reçoit plein de participantes qui sont issus de groupes historiquement marginalisés, mais qu'il n'y a personne dans le CA, ben il y a comme une incohérence, puis une inégalité de pouvoir. Je pense que tous ces enjeux-là doivent être pris en compte. Puis il y a aussi, je le disais brièvement tout à l'heure, mais il y a aussi je pense que dans le mouvement communautaire, dans l'ACA, il y a l'idée de construire avec, par et pour.
Mais construire avec, ça veut aussi dire appuyer des démarches autonomes, appuyer des groupes qui veulent ou qui sont déjà mobilisés. Comme je dis, l'idée, c'est pas d'avoir un seul parapluie. Ce mouvement-là est divers. Faisons-lui honneur dans ce sens-là, en termes de stratégie, de type de groupe, de type d'organisation aussi. Et on entend aussi le terme parole alibi. Qu'est-ce que ça veut dire, une parole alibi? Bien, la parole alibi, c'est l'idée que on a une personne de groupe historiquement marginalisé, par exemple, que cette personne-là parle et que on considère qu'elle représente toutes ces autres personnes et que donc elle a une légitimité et qu'on utilise sa parole pour nos propres besoins, finalement, en disant, ben cette personne fait partie de tel groupe, elle pense comme nous, fait qu'on peut continuer à faire notre petit machin, puisqu'on a la légitimité de cette personne. Sauf que les groupes historiquement marginalisés, comme les groupes majoritaires, sont extrêmement divers. Il y a des tensions, il y a des chicanes, il y a des solidarités. Il y a du classisme au sein des groupes marginalisés. Classisme, il y a toutes sortes de... Ces dynamiques-là sont pas différentes que dans les groupes qu'on pourrait dire majoritaires. Donc, pour moi, c'est important que cette diversité-là soit en place et que, en effet, cette parole-là soit pas un alibi, mais soit bien représente ce qu'elle représente. C'est-à-dire, si cette personne ou ce groupe parle, il a cette légitimité-là, mais on peut pas prétendre qu'il représente tout le monde. Dans l'actualité récente, je pense qu'on pourrait parler des prises de position, par exemple, de Dany Laferrière, qui est souvent utilisée pour dire que, bon, les Noirs, en général, donc indépendamment du pays, du continent, de la culture, de tout ça, ça devient une espèce de parole homogène. Donc, on se dit que ça représente le groupe au complet et donc, on règle la question avec ça et on passe à autre chose. Donc, ça fait partie... Oui, allez-y. Non, excusez. Mais ce qui est intéressant avec Dany Laferrière, puis je pense que c'est un exemple intéressant, c'est que, oui, je pense qu'il peut avoir tendance à faire ça, quoique c'est une personne nuancée d'habitude, mais c'est aussi la façon dont on utilise sa parole. Ben exactement, ce n'est pas que ça... Je veux dire, lui, il dit bien ce qu'il pense et c'est très bien comme ça, mais c'est dans la récupération d'une seule parole, chose qui, finalement, la solution à ça n'est certainement pas d'enlever sa parole à Dany Laferrière, mais d'avoir une diversité de voix à l'intérieur même d'un groupe qui est historiquement marginalisé. Donc là, parmi les choses qu'on nomme qui sont à éviter, donc avoir des tokens, des personnes qui donnent une impression de diversité, mais qui finalement ne changent rien au pouvoir et à la façon dont le pouvoir s'exerce, d'éviter d'avoir une parole alibi, donc de donner la parole à une seule personne d'un groupe marginalisé et ensuite faire des généralisations à partir des propos de cette personne-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à éviter quand on parle d'intersectionnalité pour éviter de tomber dans des pièges comme ça qui font qu'on ne fait pas avancer la cause? Ouais, je pense que aussi, encore une fois, je reviens au par, pour, avec. Pour moi, la première partie, le par, est très importante dans le sens où est-ce que parler pour les autres aussi, je pense que ça peut être un danger. C'est-à-dire prendre par solidarité. Des fois, c'est sur la base de bonnes intentions, là, par solidarité. Des fois, c'est plus obscur, mais c'est une des choses qui est assez classique, notamment des groupes majoritaires ou des groupes qui ont du pouvoir, c'est de parler pour les autres et de dire moi je sais ou voilà mon analyse des choses et elle est en quelque sorte universelle. Je pense que ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, ce qui n'empêche pas de parler avec ou de laisser parler, tout simplement. Je pense que ça fait partie des choses auxquelles il faut faire attention.
Alexandra Pierre, en conclusion, quand on est une personne qui n'est pas calée en matière d'intersectionnalité, quand c'est des concepts qu'on n'est pas certain de comprendre, et là, l'intersectionnalité, par définition, ça touche un très large nombre de sujets, de discrimination, de rapports de pouvoir et tout ça. Par où on commence si on veut en apprendre plus? Comment on fait pour se retrouver là-dedans? C'est une bonne question. Il y a plein de choses qui s'écrivent sur l'intersectionnalité. Moi, j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent à lire tout ça. Là. Tout est bon à lire. Moi, j'adore lire. Mais à lire aussi dans la perspective de d'où ça vient, des femmes noires, des femmes racisées ont fait émerger ou ont développé ce concept-là à partir de leur vécu et de leur position sociale. Donc, moi, j'irais vers des classiques du genre Audre Lorde ou la déclaration du Combahee River Collective, qui est très courte puis qui explique un peu la genèse de leurs réflexions puis de leurs pratiques. Il y a aussi plein d'écrits dans le mouvement féministe ici et ailleurs. Là, vous tapez intersectionnalité sur Google, mais moi, ce que j'aurais envie de dire, ou de suggérer, c'est lisons pas tant sur l'intersectionnalité comme sur la théorie puis la pratique puis tout ça. Lisons sur les luttes puis l'analyse que ces femmes, ces groupes historiquement marginalisés font de leur propre situation. Tu sais, pas sur la théorie de l'intersectionnalité, mais par exemple, un livre que je trouve que tout le monde devrait lire, c'est le livre de Robin Maynard, Noirs sous surveillance. Donc, le titre, c'est Noirs sous surveillance, esclavage, répression et violence d'État au Canada, qui donne plein d'exemples sur la condition des personnes noires, particulièrement des femmes noires, des femmes trans noires, des personnes en situation de handicap noires au Québec. Puis là, on voit l'intersectionnalité. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas de la théorie de l'intersectionnalité, elle parle des vies des Québécois, des Canadiens, mais aussi des Québécois, Québécoises noires, et comment transphobie, racisme, capacitisme, classisme, pauvreté vient construire les inégalités auxquelles ils sont confrontés. Fait que moi, ce serait ça ma suggestion, de lire sur ces luttes-là plutôt que de lire sur l'intersectionnalité. Oui, et en pandémie, maintenant, on parle de bulles familiales, mais avant ça, quand on parlait de bulles sur les réseaux sociaux. Donc, tout simplement en regardant qui on suit. Est-ce qu'il y a une diversité de gens parmi les paroles auxquelles on donne du temps et de l'attention? Donc, est-ce qu'il y a parmi les gens qu'on écoute des personnes de toutes les conditions? Ça aide aussi à avoir un regard intersectionnel sur la société. Puis, peut-être un dernier mot aussi, tu sais, le mouvement d'action communautaire est très large. Il y a toutes sortes d'enjeux plus spécifiques sur lesquels on se penche. Je parlais du logement, des luttes féminisme, de l'éducation, etc. Une des choses à faire aussi, c'est dans la lutte sur laquelle on travaille ou sur laquelle on milite, qu'est-ce que disent ces groupes historiquement marginalisés? Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur l'éducation? C'est quoi leur histoire de lutte là-dessus? Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur les enjeux de logement? Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur leur interaction avec les services sociaux et de santé? Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur les luttes qu'ils ont menées en immigration? Tu sais, d'aller fouiller ça aussi, je pense que ça peut être très intéressant. Oui, on le sent certainement quand on est entouré de paroles diverses. On voit l'effet sur nos réflexions, ça nous fait vraiment sortir des sentiers battus et ça nous sort aussi de cette espèce de consensus artificiel. Je crois que si on a l'impression qu'il y a un consensus, c'est qu'on n'écoute pas assez de personnes sur le sujet. Merci beaucoup pour cette conversation très intéressante, Alexandra Pierre. Merci. Vous venez d'écouter l'un des 7 épisodes du balado Voir grand, en marge du forum organisé par le Réseau québécois de l'Action communautaire autonome.